C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce triste anniversaire, celui du déclenchement du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. 32 ans plus tard, toute une génération a grandi avec les récits sans avoir vécu l'événement. Quelle perception ont-ils de ce génocide? Comment le commémorent-ils? Reportage dès le début de ce journal. L'arrestation du chef d'un réseau de traite d'êtres humains au Tigré dans le nord de l'Éthiopie. Il serait responsable du trafic de milliers de personnes originaires de la Corne de l'Afrique et de l'Est du continent. Nous serons à Addis Abeba dans un instant. Et puis autre anniversaire, les 100 ans de la création de l'Étoile nord-africaine. Le premier mouvement nationaliste algérien est né en 1926, fondé par Messalil Hadj, considéré comme le père du nationalisme algérien. Il passera 25 ans de sa vie en prison. Nous reviendrons sur sa vie et son combat avec l'historien Benjamin Stora. Il est notre invité ce soir. Le 32e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Comme chaque année, le pays commémore l'événement, mais les nouvelles générations héritières d'un traumatisme qu'ils ne connaissent pas tentent d'appréhender l'événement à leur façon. Elles utilisent l'art, le tourisme et l'entrepreneuriat pour déverrouiller le récit national. Reportage de notre correspondante Aurore Bayoud. Des sourires, de l'élan et une énergie brute. Jacques Kizingabo ne veut plus d'une esthétique de la tragédie. Au-delà des cicatrices, il fixe l'image d'un Rwanda tourné vers la lumière. Le génocide des Tutsis en 1994 a touché tout le monde, moi y compris. J'ai perdu mon père quand je n'avais que 10 jours. Je pense que beaucoup de gens ont une image faussée de mon pays. Notre rôle, en tant qu'artiste ou créateur, c'est d'éduquer et d'informer. À 2000 mètres d'altitude, Mireille Igieozo s'apprête à reprendre les rênes de l'exploitation familiale Julu Kofi, le ciel en Kinyarwanda, comme une promesse d'élévation pour ces collines autrefois assombries par le deuil. Quand je rencontre des gens, ils me demandent d'où tu viens. Et dès que je dis le Rwanda, ils me répondent le film Hôtel Rwanda. Mais le pays, c'est tellement plus que ça. Il y a le café, nos montagnes, l'agriculture en général, et puis toutes les opportunités d'affaires. C'est également depuis les hauteurs que Joshua donne à voir un autre Rwanda à ses visiteurs venus d'Inde, de Chine ou d'Éthiopie. Mais ces randonnées portent aussi un message adressé aux futures générations. On traverse souvent pas mal de villages et les gens du coin, surtout les enfants, adorent nous voir passer. Alors j'essaie de les motiver. Je leur dis que plus tard, eux aussi, ils pourront devenir guides comme moi. Une génération qui redéfinit les contours d'une nation dont les témoins directs du génocide des Tutsis deviennent, chaque année, de plus en plus minoritaires. La police éthiopienne a arrêté le chef d'un réseau de traite d'êtres humains au Tigré, dans le nord du pays. Il serait à l'origine du trafic de milliers de personnes originaires de la Corne et de l'Est de l'Afrique depuis 2018. La correspondance à Addis Abeba de Tom Canetti. Yitbarek Dawid serait le chef d'un réseau de traite d'êtres humains responsable du trafic de plus de 3000 personnes, selon la police éthiopienne. Il est également impliqué dans la mort de plus de 100 personnes et dans le viol d'une cinquantaine d'autres. Ce réseau, actif depuis 2018, est accusé d'avoir exploité des victimes originaires de l'Afrique de l'Est et de la Corne. Ces victimes, qui avaient l'intention de fuir vers l'Europe, ont été acheminées clandestinement vers des camps en Libye, où ils ont ensuite été torturés et retenus en otage en échange d'une rançon pour leur libération. Cette arrestation fait partie d'une opération conjointe entre le gouvernement éthiopien et un programme financé par l'Union européenne appelé ROC. Ce programme permet de partager des informations entre l'Union européenne et 11 pays africains. Et dans ce cas-là, a identifié 70 trafiquants liés à ce réseau à l'échelle mondiale. En bref, la Russie a confirmé la mort de 16 Camerounais enrôlés dans ses rangs sur le front ukrainien. Ces décès ont été annoncés dans une note interne du gouvernement camerounais. Aucun détail n'a été donné sur les circonstances ou les dates des décès.
Il était sans doute le pionnier de l'idée d'indépendance, le père du nationalisme algérien, mais pas que. Messa El Hadj est également considéré comme le père du nationalisme nord-africain, notamment par l'ancien président tunisien Habib Bourguiba. Il était le fondateur des premières organisations indépendantistes algériennes, dont l'Étoile nord-africaine, fondée en 1926, il y a 100 ans. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Benjamin Stora, on ne vous présente plus, vous êtes historien, spécialiste de l'Algérie, vous avez écrit une 50aine de livres sur la question algérienne, sur la colonisation, la guerre, etc. Et justement, vous êtes l'auteur d'un livre sur Messa El Hadj, une biographie. Vous avez aussi récemment écrit avec Thomas Negaroff un ouvrage qui revient entre autres sur les personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, France-Algérie, anatomie d'une déchirure. Et Messa El Hadj y trouve évidemment sa place. On aimerait savoir d'abord qui était ce personnage. C'est effectivement un personnage considérable dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, qui est né en 1898 à Tlemcen, dans l'ouest algérien. Il a participé à la Première Guerre mondiale. Il s'éveille à la conscience politique, notamment pendant la période de la Première Guerre mondiale, au contact de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, de la gauche française. Il retourne ensuite, après sa démobilisation en France, en 1923, où là, il sera donc un immigré au contact de la société française qui pratique pas du tout le racisme de type colonial que lui vivait dans la société algérienne de cette époque-là. Et il va s'engager politiquement avec d'autres immigrés, notamment originaires de Kabylie, et puis aussi des militants du Parti communiste comme Hadj Ali Abdelkader. Et ils vont construire une association qui s'appelle l'Étoile nord-africaine, qui est la première organisation à avoir revendiqué l'indépendance pour les pays d'Afrique du Nord. Donc c'était il y a exactement un siècle. Alors comment a-t-il pu fédérer autour de lui une immigration souvent ouvrière ? Comment est né ce mouvement ? Est-ce que c'était une organisation politique ou syndicale ? C'était à la fois effectivement une organisation à caractère syndical, parce qu'il y avait des droits que revendiquaient ces ouvriers immigrés qui étaient très, très au bas de l'échelle sociale, qui étaient écrasés socialement, mais également des revendications politiques, parce que, par exemple, ils sont entrés en politique par la mobilisation contre la guerre du Rif. La guerre du Rif qui était menée à cette époque contre les insurgés rifins qui voulaient la République du Rif. Et la mobilisation en France a été très, très importante. Et il y a une conscientisation qui s'est opérée aussi en rapport avec ce qu'on appelait la révolution kémaliste. Donc si on mélange les influences diverses, à la fois la révolution kémaliste, la guerre contre la présence au Rif du système colonial, et puis bien sûr, Abdelkrim el-Khattabi bien sûr, et puis aussi les influences de la révolution russe, ça donne, disons, un bain culturel, politique, une sorte de matrice révolutionnaire anticoloniale qui va réclamer la séparation, l'indépendance notamment de l'Algérie avec la France, alors que l'Algérie était considérée comme des départements français. Alors il s'adressait à tous les ouvriers originaires d'Afrique du Nord. L'immigration algérienne était particulièrement engagée politiquement à l'époque. Vous le racontez d'ailleurs dans une des bandes dessinées qui parlent des Algériens de France. Oui, tout à fait. On a essayé de le raconter, notamment avec le dessinateur Nicolas Lescamphe, l'effervescence culturelle et politique qui régnait à cette époque-là, dans les années 20, dans les années 30, notamment autour des cafés-hôtels, qui étaient les lieux où se réunissaient régulièrement ces ouvriers immigrés pour parler, bien sûr, politique, mais aussi pour trouver du travail, mais aussi, bien sûr, pour prendre des nouvelles du pays. Donc, il y a toute une activité culturelle aussi autour de la musique, par exemple, dans ces café. Donc il y a une politisation qui s'exprime dans les années 20, dans les années 30 et qui va... C'est d'ailleurs là où Warda, la chanteuse Warda, a émergé, c'est dans ces cafés. C'est dans ces cafés, absolument. Qu'émergent un certain nombre de musiciens, d'acteurs qui vont jouer un grand rôle sur le plan culturel. Et sur le plan politique, bien sûr, Messali et ses compagnons vont subir toute une série de vicissitudes, de répression, puisque l'Étoile nord-africaine va être dissoute, d'abord en 1929, elle va renaître en 1933, elle va s'exprimer au temps du Front populaire en 1936. Il y a un espoir quand même qui est très important, un espoir vite déçu, parce que malheureusement, le Front populaire va dissoudre à nouveau l'Étoile nord-africaine en janvier 1937. Mais entre-temps, Messali a eu le temps d'aller à Alger,
dans un meeting qui s'est déroulé le 2 août 1936 au stade d'Alger, et il prend la parole devant des gens qui ont été rassemblés par le Congrès musulman algérien. Il prend une poignée de terre et il lève cette poignée de terre en disant « Cette terre n'est pas à vendre, elle est à nous, elle nous appartient ». Et il est porté en triomphe, disons, par la foule. C'est ce qui lance sur le territoire algérien la première grande organisation nationaliste, indépendantiste algérienne. Alors on parle beaucoup de Messali El Hadj, mais on parle peu de son épouse. Elle a joué un rôle important, notamment, on dit qu'elle a dessiné le drapeau algérien. Alors, elle a aidé effectivement Messali à concevoir ce drapeau algérien que tout le monde connaît maintenant, qui est sans cesse brandi, naturellement, dans les manifestations sportives ou autres. Mais le drapeau algérien, effectivement, Émilie Buscan, puisque c'est son nom, qui était une militante politique très engagée, elle aussi, une militante anarcho-syndicaliste, qui était la compagne, disons, de Messali, qui a partagé sa vie, qui est décédée en 1953, et qui a joué un rôle extrêmement important aux côtés de Messali, dans l'animation politique même, y compris l'organisation, dans l'organisation, disons, des tracts, des manifestations politiques qui ont eu lieu. Et puis surtout aussi, lorsque Messali était en prison, elle allait régulièrement lui rendre visite en 1934, puis ensuite plus tard, lorsqu'il a été notamment arrêté par le régime de Vichy et qu'il a été déporté au bagne de Lambèze pour avoir refusé la collaboration avec le régime de Vichy. C'est Émilie Buscan qui a organisé, disons, cette transmission entre lui et les autres dirigeants de l'organisation. Il a aussi été exilé à Brazzaville, oui. Après... En 1943-44. Voilà. Et justement, c'est de là-bas qu'il a vécu, on va dire, les massacres de Sétif, du mai 45. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la scission. Comment vous pouvez expliquer ça? Les massacres de Sétif, il faut dire aussi que c'était pour la libération de Messali, puisqu'il avait été déporté à Brazzaville, et donc les gens sont descendus dans la rue le 8 mai 1945, précisément pour réclamer sa libération. La répression a été absolument terrible, il y a eu des dizaines de milliers de morts. Le fameux drapeau algérien a été sorti. Le fameux, pour la première fois, a été porté, brandi à cette occasion-là. La répression a été sauvage, elle a duré 2 mois. Et à partir de là, il y a eu une radicalisation, notamment dans la jeunesse, et un certain nombre d'acteurs dont on entendra parler beaucoup plus tard, qui sont beaucoup plus importants, comme Ahmed Ben Bella ou Sinaït Ahmed, qui vont diriger une organisation secrète qui s'appelle l'Organisation spéciale et qui va préparer la lutte armée, en fait, pour l'Algérie. Et il faut dire à l'époque que Messali a soutenu l'Organisation spéciale, mais l'histoire s'accélère toujours après la défaite française de Dien Bien Phu de mai 54 au Vietnam. Eh bien, il y a toute une série de militants qui veulent passer directement à la lutte armée sans prévenir forcément Messali El Hadj, qui lui a été le porteur, disons, de cette idée nationale pendant très longtemps. Et ces jeunes militants, dont la plupart étaient dans cette organisation secrète, vont effectivement jouer un très grand rôle plus tard. Ben Bella, Aït Ahmed, Boudiaf, Krim Belkacem, le futur négociateur à Évian, etc. Donc, comment aujourd'hui est-il perçu Messali El Hadj en Algérie? Pendant tout un temps, évidemment, il a été mis sous le secret, le silence. Les jeunes générations en Algérie après l'indépendance. Il faut dire qu'il y a eu aussi une lutte fratricide. Une lutte on n'en parle pas, on n'a pas trop le temps, entre le FLN et le MNA. Qui a fait plusieurs milliers de morts, malheureusement. C'est une tragédie dans la révolution algérienne. Et son nom a été effectivement mis au secret après l'indépendance de l'Algérie. Mais progressivement, notamment au moment de ce qu'on a appelé la décennie sanglante, les années 90, ensuite l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika, on a eu un retour des personnalités politiques qui avaient été écartées. Messali, naturellement, qui était décédé entre-temps en 1974, eh bien, son nom a été donné à l'aéroport de Tlemcen. C'est-à-dire que son nom est revenu dans les manuels scolaires algériens aujourd'hui, et on sait quel a été son rôle. Et la fameuse phrase dont je parlais tout à l'heure du 2 août 1936 est rentrée dans les manuels scolaires algériens qui sont enseignés aujourd'hui dans toute l'Algérie. C'est quelque chose d'inimaginable. Il y a seulement une vingtaine d'années, lorsque, par exemple, je travaillais sur cette histoire, lorsque j'ai fait cette biographie de Messali, notamment grâce à sa fille, grâce à Janina, qui m'a aidé. Et que vous connaissez très bien. Voilà, absolument, qui m'a aidé considérablement quand j'ai commencé à travailler dans les années 70, il y a un demi-siècle, il y a 50 ans, et qu'elle m'avait donné la possibilité de regarder les mémoires de son père qu'il avait rédigées à la fin de sa vie, ce qui m'a beaucoup aidé.
Merci beaucoup Benjamin Stora. Avant de se quitter, je rappelle que votre livre « L'arrivée de Constantine à Paris 1962-1970 » aux éditions Champ Histoire est sorti en poche. C'est encore une autre histoire toujours qui concerne l'Algérie. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce personnage. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.